Dans ce livre, dans ce nouveau livre sur la Bohème, c'est un peu comme dans vous aimez le faire, dans le sens du beau, vous l'aviez fait il y a une quinzaine d'années, dans l'ordre écologique aussi, vous prenez des moments importants que vous replacez dans l'histoire pour éclairer le temps présent en fait. Oui, ce qui m'intéresse dans cette histoire de la Bohème, je raconte l'histoire de la Bohème en gros entre 1830 et 1900. C'était en fait la préhistoire de deux grands événements au XXe siècle qui m'ont toujours passionné. D'un côté, la naissance de l'utopie, qui est tout à fait liée à cette histoire de la Bohème. Ce que j'appelle l'utopie, c'est l'idée, comme dira Rimbaud, que la vraie vie est ailleurs, idée qui va traverser tout le XXe siècle, disons dans la contre-culture du XXe siècle, notamment dans la contre-culture politique jusqu'à mai 68, évidemment. Et puis, c'est aussi, cette histoire de la Bohème, c'est aussi la préhistoire de l'art moderne, évidemment. C'est à la rupture avec le monde bourgeois, la rupture avec l'Académie française, la rupture avec le classicisme, avec le néoclassicisme. Alors comment ça se traduit au début du XXe siècle, justement, cette reprise de ces courants-là? Vous en parlez dans l'art pictural, notamment, entre autres. C'est-à-dire qu'entre les années 1830 et les années 1900, où on va voir apparaître, alors là, l'avant-garde, j'allais dire triomphante, avec le dadaïsme, un peu plus tard le surréalisme, avec le bateau lavoir de Picasso. Entre-temps, il y a toute une histoire de petits groupes qui se donnent des noms qui sont d'ailleurs tous très significatifs de la volonté de rompre avec la tradition, à partir des hydropathes. Alors il y a des utistes, on dit zut au monde bourgeois, au monde des Philistins. Il y a des je m'en foutistes, en 1884, les je m'en foutistes un peu après. Il y a des hirsutes. Alors c'est justement, il y a un culte du cheveu et de la barbe, de la pilosité, contre ceux qu'ils appellent les genoux. Les genoux, c'est lisse, il n'y a pas de cheveux dessus, de l'Académie française, les vieux chauves ou les genoux de l'Académie française. Bon. Et dans ces petits groupes, on va inventer tout ce que Duchamp va reprendre, c'est-à-dire les ready-made, les collages, les monochromes. Le premier monochrome s'appelle le combat de nègres dans une cave la nuit, ça va devenir le combat de nègres dans un tunnel la nuit. Et puis Alphonse Allais, qui est un des piliers à la fois des hydropathes et des incohérents, donc il va inventer toute une série de monochromes. Il y en a un qui est célèbre, qui est le fameux cueillette de tomates au bord de la mer Rouge par des cardinaux apoplectiques, qui est un long... Ils vont inventer les concerts de silence aussi, car les grandes douleurs sont muettes, c'est pour un enterrement d'un grand homme sourd. Donc, mais tout ça est enrobé d'un humour, mais un humour qu'on va appeler l'humour moderne, qui n'est pas du tout l'humour de Molière ou l'humour disons, du théâtre de boulevard de l'époque. C'est pas Feydeau ni Courteline, que j'admire beaucoup, c'est pas ça. Mais c'est un humour qui est destiné à choquer le bourgeois. Ça va s'incarner aussi dans des cabarets, dans ce qu'on appelle les brasseries de femmes, dans des sociétés musicales, ce qu'on va appeler à partir de 1880-82 les bigophonies, les sociétés bigophoniques, les goguettes, à ne pas confondre avec les guinguettes. C'est pas la même chose. C'est des sociétés dans lesquelles on chante, on voit ces sociétés musicales, ces sociétés, on chante, on joue du piano. Debussy viendra là. Il y a toute une dimension musicale, et c'est aussi, d'ailleurs, un des traits caractéristiques de la Bohème, que de mélanger tous les arts. On mélange la poésie, la peinture, la musique, et même on demande aux uns et aux autres de sortir de leur art d'origine pour que le musicien devienne dessinateur, que le dessinateur se mette au piano, etc. Mais alors, quand on lit votre interprétation, oui. À un moment donné, on se dit, mais alors sous les pavés de la Bohème, non pas la plage, mais la mondialisation bourgeoise. Oui, c'est absolument évident. Cette histoire de la Bohème et plus tard de l'art moderne et même de l'art contemporain, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Jeff Koons ou Damien Hirst, cette histoire, c'est vraiment, pour parler comme Marx, la superstructure du capitalisme moderne ou de la mondialisation libérale. Marx avait raison, le capitalisme, c'est la révolution permanente, c'est-à-dire l'innovation permanente. Et en ce sens-là, oui, l'art moderne, l'art bohème, a bien été l'avant-garde du capitalisme moderne. Et donc ces bourgeois et ces bohèmes qui se haïssaient en 1830, se détestaient, se vomissaient, les uns rendant bien aux autres leur coup. C'est-à-dire que les vieux genoux de l'Académie française détestaient les jeunes bousingots, et réciproquement, les jeunes bousingots n'avaient pas de mots assez durs pour décrire les vieux genoux de l'Académie française. Ils se haïssaient. Eh bien, un siècle plus tard, ils se sont réconciliés dans un concept commun, qui est le concept du bobo. C'est le bourgeois bohème, c'est-à-dire dans cette logique de l'innovation qui est devenue la loi du monde. Et donc aujourd'hui, bourgeois et bohème
communie dans la logique de l'innovation, et les artistes contemporains sont subventionnés par l'État ou par le marché, c'est-à-dire par les grandes banques suisses, japonaises, ou les grands financiers internationaux, les grands chefs d'entreprise, les grands capitaines d'industrie. Et encore une fois, tout ce petit monde qui se haïssait en 1830 se trouve aujourd'hui très réconcilié. Marx avait raison, la logique de la bohème, cette logique de la rupture avec la tradition et de l'innovation permanente, eh bien, ça a bien été l'avant-garde du capitalisme moderne, oui. Cherche fortune autour du chat noir, au clair de la lune, à mon bas.